Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau BADA. Vous le savez désormais, les BADA sont des suppléments à nos conversations du dimanche que nous enregistrons au rythme d'à peu près un par semaine et qui portent depuis maintenant 6 semaines toujours sur un pays étranger. Le pays sur lequel va porter notre BADA d'aujourd'hui n'est pas n'importe quel pays. Je l'ai découvert, enfin j'en avais entendu parler, mais je l'ai découvert en regardant la liste de nos auditeurs à travers le monde. J'ai découvert il y a 2 semaines que nous avions un auditeur de nos 257 000 auditeurs mensuels, nous avions un auditeur au Vanuatu. Je m'en suis réjoui et apparemment cet auditeur aussi s'en est réjoui puisqu'il m'a immédiatement écrit pour me dire qui il était et ce qu'il y faisait. Et voilà pourquoi nous allons maintenant, avec Frédéric Ducarbe, parler du Vanuatu et de ce qui s'y passe. Frédéric Ducarbe, bonjour. Bonjour Philippe Meyer, merci beaucoup. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous le savons tous, mais une piqûre de rappel ne fait jamais tort, où se situe le Vanuatu? Eh bien, c'est très simple, c'est exactement sous vos pieds. Parfait. C'est-à-dire que c'est le bout du monde, presque exact par rapport à la région parisienne. Donc, c'est dans le Pacifique Sud. Alors, les Français sont peut-être plus familiers de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est à l'est de la Nouvelle-Calédonie. Il y a des relations entre les deux, et d'ailleurs, les peuples anciens de ces deux peuples, de ces deux pays, ont une origine commune. Depuis combien de temps êtes-vous au Vanuatu? Alors, ça va bientôt faire 1 an. Je suis arrivé le 4 août dernier. Et peut-on savoir ce qui vous a amené à être au Vanuatu? Eh bien, je suis biologiste marin, donc je Oui. travaille comme chercheur attaché au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et je suis chercheur un peu freelance en ce moment. J'étais auparavant à Mayotte pendant 3 ans. Et j'ai eu cette occasion de venir dans le Pacifique Sud, tout d'abord par une mission du muséum, alors qui était en Calédonie, à Kumak, dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, en novembre dernier, à laquelle j'ai participé. Et j'avais l'opportunité de rester plus longtemps ici pour travailler sur la biodiversité marine, qui est très peu connue dans ce pays. Et donc, j'ai saisi cette opportunité pour rester 1 an au Vanuatu. Et qu'est-ce qui vous marque dans cette situation du Vanuatu de votre point de vue professionnel? Cette biodiversité est particulièrement importante, elle est mal connue, elle, elle ouvre des perspectives. Alors oui, alors moi je fais de la biodiversité marine, hein. Il y a aussi Oui. des problématiques terrestres ici. Alors oui, elle est très mal connue parce que c'est un pays qui est très petit, très isolé, très pauvre, même si cet adjectif n'a pas beaucoup de sens ici. Euh, et surtout, donc, il y a eu très peu de missions scientifiques, en tout cas marines, qui sont arrivées ici. La principale, en fait, a été faite par le Muséum déjà en 2006, menée par Philippe Bouchet, donc la même équipe que celle qui a fait la Calédonie cette année. Et donc pour moi, c'est intéressant parce que c'est une faune qui est peu connue. J'ai quelques espèces là qui pour l'instant ressemblent à rien de décrit à ma connaissance. Alors c'est très compliqué de savoir si c'est vraiment des nouvelles espèces pour la science. Ça prend du temps à confirmer, mais il y en a plusieurs qui sont très étonnantes. On fait des observations de choses un petit peu rares. Et donc, oui, c'est un pays qui est très préservé, qui a cette chance, qui n'a jamais été industriel ou industrialisé, qui est très peu peuplé aussi. Il y a à peine 300 000 habitants sur presque 80 îles. Donc et puis des récifs vraiment en très très belle santé, comparable avec ce qu'il y a de plus beau en Calédonie. Et non seulement en bonne santé, mais aussi solide. C'est-à-dire, cette année, il y a encore eu un gros, gros blanchissement du corail en Australie sur la Grande Barrière. Et Ouais. ici, on n'a rien eu. Ce qui prouve qu'à condition égale, nos récifs ont un état de santé qui leur permet de mieux tenir apparemment le réchauffement climatique ou les différentes perturbations qu'il peut y avoir. Petite question marginale, mais si vous découvrez une espèce, il s'avère que vraiment les espèces inconnues dont vous venez de parler a été découverte par vous. C'est vous qui lui donnez son nom, Oui, alors c'est très long et très compliqué. mais c'est quand même vous.
Alors, c'est quand même moi, oui, c'est moi qui publie la description. D'accord? Voilà, c'est une espèce, en fait, ça marche comme ça. Il faut publier la description dans certaines revues de taxonomie qui sont, on va dire, labellisées. Une fois que la description est publiée, qu'elle est acceptée, l'espèce rentre dans les bases de données, dans les listes. Et là, alors les noms d'espèces, par exemple, vous, vous êtes Homo sapiens, donc il y Merci. a un nom de genre, qui est le Je vois genre que ma Homo. réputation, Et alors, ce genre Homo n'a plus qu'une seule espèce actuellement, qui est Homo sapiens. Et donc ça, c'est l'épithète spécifique, ça s'appelle. Et derrière, il y a normalement le nom du descripteur et l'année de description. Pour nous, c'est facile, c'est Carl von Linné, hein, le fondateur de la classification des espèces. Et donc, ça doit être 1753, si je ne m'abuse, dans son Systema Naturae. Et donc, moi, là, par exemple, quand je travaillais à Mayotte, j'ai 3 espèces d'oursins sans doute nouvelles. Ça demande confirmation, ça demande du travail. Et donc, je leur donnerai un nom. Et à partir de là, derrière, il y aura mon nom de descripteur et l'année, qui sera le plus tôt possible, je l'espère. écoutez, nous l'espérons avec vous. Si jamais vous voulez donner le nom du nouvel esprit public et une espèce que vous découvrez, vous avez tous nos encouragements. Nous sommes très heureux, serions très heureux à l'idée de figurer au muséum. Mais si nous revenons au Vanuatu et à ses activités, ou plutôt à sa situation, qu'est-ce qui s'y passe dans ces 80 îles et qu'est-ce que font ces 300 000 habitants? Eh bien, qu'est-ce qui s'y passe? Eh bien, pas grand-chose. C'est ça qui est très bien d'ailleurs, et très reposant. C'est un pays qui est encore essentiellement rural. Il n'y a que 2 vraies villes, les 2 et demi avec les Naquelles, mais qui sont des villes la plus grosse, c'est 40 000 habitants, hein. Et donc, c'est un pays qui est encore en grande partie qui vit de manière traditionnelle et dans le sens le plus anthropologique du mot, c'est-à-dire vraiment des villages qui, alors, bon, qui ont changé depuis l'âge de pierre, certes, mais des villages où il y a très peu de pénétration, on va dire, de la technologie. Même si ce qui se fait beaucoup maintenant, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des huttes en chaume, mais qui ont un téléphone portable. Et qui, du coup, vont avoir parfois un petit panneau solaire sur le toit pour recharger le téléphone portable. Mais à côté de ça n'empêche pas de vivre nu carrément sur certaines îles euh, et d'avoir très peu de relations, on va dire très peu d'inclusion dans le système économique globalisé. Ce qui fait que le pays s'est vanté en 2008 de n'avoir absolument pas souffert de la crise financière mondiale, et là peut se vanter aussi de n'être pas touché, de faire partie des 10 pays officiellement sans aucun cas de Covid-19. Ce Vanuatu a été un condominium pendant longtemps. Les Anglais et les Français s'en sont partagés le gouvernement. Qu'est-ce qui reste de ancienne, cet ancien mode de gouvernement et notamment qu'est-ce qui reste de la présence française et de la langue française dans l'archipel? Alors effectivement, le Vanuatu est un des derniers pays colonisés, parce que c'était très très loin, très petit, avec peu de ressources, contrairement à la Calédonie. Et donc effectivement, j'ai l'impression que personne ne voulait y aller. En fait, les Anglais et les Français se sont dit, messieurs, après vous. Et finalement, ils y sont allés ensemble, cas assez rare, une co-colonie, donc le condominium anglo-français des Nouvelles Hébrides à l'époque. Bon, ça a été colonisé début XXe siècle et indépendant en 1980. Donc ça a été quand même assez court comme période de colonisation. Et surtout, il n'y a quasiment pas eu comment dire, de mise en exploitation. Il n'y a pas eu, comme sur certaines îles, des grandes plantations de canne à sucre industrielles, des grandes mines, comme en Calédonie. Donc, ça a été très peu exploité, d'où le fait que tous ces habitants qui vivaient dans des petits villages traditionnels n'ont pas été transformés en légions d'ouvriers pour venir nourrir des banlieues industrielles. Donc, ce qui reste de la période coloniale, c'est essentiellement concentré dans les 2 ou 3 villes, quelques bâtiments, pas très anciens, des routes. Alors après, des infrastructures, par exemple, la France, il y avait un lycée français qui maintenant est un lycée français de l'étranger. Il y a une alliance française, il y a l'agence universitaire française, donc il y a voilà, la francophonie est présente, mais pas forcément beaucoup plus qu'ailleurs. Il y a, alors, ce
qui est resté beaucoup, par contre, c'est la religion. C'est un archipel qui est chrétien. En fait, comme beaucoup de zones comme ça très isolées, il n'y avait pas de religion en tant que telle avant. Il y avait un système de coutumes basé sur certaines croyances, mais qui ne sont pas du tout incompatibles avec une religion. Ce qui fait que ça a été presque intégralement christianisé, sans forcément changer d'ailleurs grand-chose aux mœurs locales. Et donc aujourd'hui, il y a des îles, ou même plutôt à l'échelle des villages qui sont catholiques, et ceux-là vont souvent être francophones, et des villages protestants qui vont souvent être anglophones. Et là, chez les protestants, il y a toutes sortes d'églises, essentiellement d'ailleurs des églises missionnaires américaines, notamment des Mormons, des témoins de Jéhovah, toutes sortes de choses comme ça. Voilà. Donc c'est essentiellement au niveau religieux qu'il y a un reste colonial important, vraiment tangible. Le dimanche matin, il n'y a personne dans les rues. Mais en dehors de ça, c'est aujourd'hui un pays souverain, très peu développé en termes économiques. Mais ce qui fait que c'est aussi un pays qui n'a pas de misère. Tout le monde a un travail. Le système coutumier attribue des terres, c'est assez rousseauiste d'ailleurs. Les terres appartiennent au conseil coutumier, qui est une sorte de soviet local, qui attribue des terres comme ça à des travailleurs qui vont pouvoir aller planter leur taro, leur igname et leurs cochons. Et ensuite, le fruit du travail, une partie va être redistribuée. Et c'est un système sur certaines îles qui est très intéressant socialement. Et par contre, les îles sont aussi très diverses entre elles. Donc la culture du Vanuatu, on ne peut pas en parler au singulier, parce qu'il y a 80 îles, mais 130 langues. On est le plus gros hotspot mondial linguistique. La semaine dernière, j'étais sur l'île de Tanna. Tanna, il y a quelques milliers d'habitants à peine. Il y a une quinzaine ou une vingtaine de langues. Et d'un côté à l'autre du volcan, ils ne se comprennent même pas, ils ne parlent pas la même langue. C'est des langues qui sont à peine apparentées. Il n'y a pas d'intercompréhension entre les deux. Donc avec parfois plus d'éloignement qu'entre le français et l'italien. Vous nous disiez tout à l'heure que l'épidémie n'avait pas touché l'archipel du Vanuatu, n'a pas touché sur le plan sanitaire. Mais j'imagine qu'il y a eu quand même d'autres conséquences. Donc oui, nous sommes un pays qui est assez isolé, qui a coupé les aéroports rapidement, ce qui fait qu'on n'a eu aucun cas ici, alors que les pays autour en ont eu. La Calédonie a eu des cas, Fidji, les Salomon, les pays autour en ont eu. Parce qu'on se méfie beaucoup, parce que les populations très isolées comme ça sont très sensibles souvent aux grandes épidémies. On se souvient de l'histoire de l'Amérique. Nous, on n'en a pas eu. On a fermé les aéroports et on a rapatrié aussi les étrangers, enfin les touristes, qui s'étaient retrouvés du mauvais côté de la barrière. Donc, il y a eu des vols de rapatriement, notamment des Français d'ailleurs. Le dernier était aujourd'hui. Des Australiens, parce que c'est le principal pourvoyeur de touristes, et des Français de Calédonie aussi. Donc ça a pas mal vidé le pays, parce que déjà qu'on est un pays très peu peuplé, ici la capitale Port Vila est une ville en grande partie touristique, qui reçoit notamment des gros paquebots là, énormes, avec des milliers de personnes, et donc tout ça a disparu d'un coup. Toute l'industrie touristique s'est arrêtée. C'est-à-dire qu'on a toutes sortes de resorts paradisiaques pour lune de miel qui sont tous au point mort là. Donc beaucoup d'enseignes, de magasins sont fermés. Voilà, toutes les activités directement dépendantes du tourisme sont au point mort. Les zones touristiques sont vides, ce qui est très pratique pour les résidents d'ailleurs. Et par contre, l'économie, évidemment, en prend un gros coup parce que le tourisme est un des principaux secteurs économiques au Vanuatu, même si heureusement, seule une petite partie de la population en dépend. C'est une grande partie du PIB, mais l'essentiel de la population n'a pas besoin du tourisme. Ils ont leurs activités à eux. Ils nous rendent plus résilients que des pays 100% touristiques comme les Maldives, par exemple, où j'ai aussi travaillé. Les Maldives, en ce moment, eux, ils souffrent parce que vraiment, le tourisme, c'est tout le pays et eux, ils n'ont pas l'agriculture qu'il y a ici. Les pays, vous avez parlé du caractère attirant du Vanuatu pour les Australiens et pour les Néo-Calédoniens. Qu'en est-il de la Chine? Alors la Chine, en termes de tourisme, on n'a pas encore trop de touristes chinois parce que c'est un tourisme essentiellement urbain, les Chinois. Oui. C'est une population dont les touristes sont essentiellement des urbains déjà et pas forcément très rustiques. Donc les gens qu'on voit à Paris, par exemple, ne viendraient pas du tout ici, c'est plutôt un tourisme vert.
En revanche, il y a une communauté chinoise importante, d'une part une diaspora chinoise plus ou moins ancienne, hein, il y a des Chinois qui sont ici depuis aussi longtemps que ceux du 13e à Paris, et une nouvelle vague un peu plus récente, qui est la vague chinoise, on va dire, des investisseurs. Et la Chine, en fait, vraiment s'intéresse énormément au Pacifique, et on voit toutes sortes de ces missionnaires à elle, on va dire, qui sont des investisseurs qui viennent faire du développement et aussi discrètement créer de la dette. Parce que la Chine est riche et elle a besoin de se constituer on va dire une force diplomatique qu'elle n'a pas encore complètement. Or, un pays comme le Vanuatu est à peine la population de Dijon, mais il a une voix à l'ONU qui vaut autant que celle de l'Amérique, ou de la Russie, ou de la France. Donc, ça intéresse énormément les Chinois. Plus un pays est petit, plus il est facile à mettre dans sa poche, et il est facile de lui faire voter des choses à l'ONU, à la Commission baleinière ou à toutes les instances internationales comme ça. Donc la Chine est très généreuse avec le Vanuatu, construit des routes, des infrastructures, toutes sortes de choses, et ce qui évidemment fait grincer des dents aux puissances coloniales précédentes, notamment l'Australie, puisque l'indépendance du Vanuatu avait, on va dire, entamé l'influence anglo-française au profit de l'Australie, l'Australie qui aime bien être un peu le berger du Pacifique, et maintenant ça fait marcher dessus par la Chine, et donc ça se voit beaucoup pour ce qui est des relations diplomatiques. Le Vanuatu ne reconnaît plus Taïwan, ce qui est vraiment une monnaie d'échange très forte dans le Pacifique. Il y a un grand jeu entre Taïwan et la Chine, celui qui payera le plus cher les différents gouvernements pour reconnaître ou pas Taïwan. Et voilà, toutes sortes de votes comme ça. Et puis les eaux internationales intéressent aussi. Donc les eaux du Vanuatu sont très ouvertes aux bateaux de pêche chinois qui viennent gargariser de à peu près tout ce qu'ils veulent. Alors pour l'instant, ils font pas grand-chose en termes littoral. Il y a des pays où la Chine vraiment va surexploiter le littoral et vraiment ruiner les écosystèmes. Il y a ça à Madagascar notamment. Ici, c'est pas encore le cas. Ça se passe au large. Il y a de la pêche chinoise, on le sait. Il se passe des choses dont on n'est pas forcément au courant aussi. Je ne le suis pas tout le temps moi-même. Donc voilà, l'influence chinoise, c'est vraiment l'influence qui monte actuellement au Vanuatu, mais comme dans tous les pays autour. Il y a en ce moment peut-être un nouveau pays qui va être créé dans le Pacifique, juste au-dessus de nous, issu de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça porte le nom d'un explorateur, c'est pas Darwin, je ne sais plus comment ils comptent appeler ce pays. Clairement, ce sera un satellite chinois, hein, ce sera une espèce de Kosovo chinois, c'est une cité-État qui sera à la botte de la Chine et qui pourra, ce pays aussi, satisfaire ses intérêts. Et qu'est-ce que le Vanuatu retire de ce... On voit bien, vous l'avez suffisamment précisé, est-ce que la Chine gagne dans ses affaires? Le Vanuatu, qui gagne-t-il? De l'argent euh, de, enfin, Officiellement ou officieusement? officieusement, peut-être ce serait plus proche de la vérité. Alors, officieusement, les investisseurs chinois que je connais ont tous des collections chez eux de téléphones portables hors de prix qui permettent de faciliter les négociations politiques avec les politiciens locaux, parce qu'évidemment, le président du Vanuatu, je ne sais pas combien il gagne, mais c'est pas un sénateur français. Euh, donc, voilà, il y a une politique locale qui est assez facile à s'y reconvenir. Ensuite, en fait, le gouvernement du Vanuatu est lui-même dépendant financièrement parce qu'en fait, il y a toutes sortes de trafics. Alors déjà, le Vanuatu est un paradis fiscal. Donc, une bonne partie en fait, des investissements ici peuvent être du blanchiment. Et, alors, il y a aussi une sorte de mini-scandale, c'est autour des passeports. Parce que le Vanuatu délivre, enfin, plutôt vend des passeports à une forte somme à qui le demande. Notamment, beaucoup de Chinois achètent ces passeports du Vanuatu qui permettent de contourner en fait de nombreuses réglementations. Ça peut être pour après l'immigration en Australie, par exemple. L'immigration australienne, elle est calibrée, il y a des quotas, et donc ça permet de ne pas être un immigré chinois, mais d'être un immigré du Vanuatu.
Et ça permet toutes sortes d'autres choses que j'ignore sans doute en partie. Mais donc le business de la vente de passeports est actuellement la première source de revenus du gouvernement du Vanuatu. L'essentiel du budget du pays, c'est juste vendre des passeports à des ressortissants chinois ou parfois d'autres pays, mais c'est plus rare, ce qui permet de financer l'économie et de faire qu'il n'y a pas pas trop de taxes et pas d'impôts. À côté de ça, évidemment, le fait que le gouvernement se finance sans impôts, c'est ça qui permet d'être un paradis fiscal. Et on a en centre-ville des bâtiments entiers de, de banques, de pseudo-banques, de conseillers fiscaux et surtout de boîtes aux lettres. Et je me plais à penser qu'on a domicilié, pas loin de chez moi, des équipes de foot entières, peut-être certains politiciens français, je ne sais pas, ou certaines personnalités aussi de Nouvelle-Calédonie qui en sont très friandes. Écoutez, ce que nous découvrons du Vanuatu montre que la diversité n'est pas seulement bio et marine. Elle est aussi dans des modes de gouvernement et dans des modes de financement dont nous n'avions pas n'avions pas la plus petite idée. Raison pour laquelle je vous remercie doublement, Frédéric Ducarme, de nous avoir donné cet entretien, de vous être signalé quand je vous ai repéré comme notre auditeur du Vanuatu. J'espère que vous pourrez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. J'espère aussi que il n'y a pas d'aéroport, de toute façon. Oui, que vous pourrez accoler votre nom à ou même à plusieurs découvertes. Et puis, je vous donne rendez-vous quand vous voulez au bout de notre podcast du dimanche ou bien de l'un ou l'autre des BADA que nous aurons enregistrés depuis le début de cette pandémie. Merci Frédéric Ducarme. Merci à vous et je ne manque aucune émission et je suis impatient d'entendre la prochaine. Alors du coup, nous sommes impatients de recevoir de vous un courriel disant qu'il y a maintenant un deuxième ou une deuxième auditeur ou auditrice au Vanuatu et que l'idée de doubler notre public au Vanuatu nous procure une forte excitation que j'espère vous pourrez bientôt calmer en la satisfaisant. Merci Frédéric Ducarme et à bientôt. Merci beaucoup.